Bonjour et bienvenue pour notre nouveau rendez-vous de la filière de sécurité. Alors Christian, aujourd'hui nous avons le plaisir de recevoir deux invités. Avec nous donc François Murgadella, vous êtes donc du SGDSN. Merci d'avoir répondu à notre invitation. À vos côtés, Loïc Duflot de la DGE. Merci également d'avoir répondu à notre invitation. Alors peut-être une première question qui nous permettra de mieux comprendre quel est aujourd'hui le rôle à la fois du SGDSN et de la DGE dans le cadre du pilotage de cette filière de sécurité. Le rôle, il est un rôle essentiel et majeur, dans le sens où nous sommes le secrétariat nous représentons le secrétariat du COFIS, c'est-à-dire que le COFIS est présidé par le Premier ministre, et le secrétariat est dirigé par Louis Gauthier du SGDSN et Pascal Faure de la DGE. C'est-à-dire qu'ils sont en charge du pilotage opérationnel de cette filière, et en particulier de mettre en place tous les éléments de la feuille de route qui doit être proposé pour validation au niveau politique et qui fera l'objet d'un suivi attentif. Alors, est-ce que peut-être déjà, alors c'est une filière extrêmement jeune, est-ce qu'on a un premier bilan de ce qui vient d'être fait sur cette dernière année, par exemple ? Bien entendu, donc effectivement le comité de filière des industries de sécurité a été installé en octobre 2013 par le Premier ministre, et outre la structuration de cette filière, on a déjà conduit un certain nombre d'actions assez concrètes, la première d'entre elles étant la connaissance de la filière elle-même, puisqu'il est nécessaire de délimiter le périmètre de cette filière et de connaître l'ensemble de ses acteurs, afin que l'ensemble de ces acteurs puissent s'identifier à cette filière. Donc cette étude a été cofinancée par le ministère de l'Intérieur, le SGDSN et la Direction Générale des Entreprises, et a permis de connaître les chiffres macro de la filière. Donc pour l'ensemble du secteur de la filière des industries de sécurité, on estime que le chiffre d'affaires est d'environ 30 milliards d'euros annuels, et que le nombre de personnes employées par l'industrie de sécurité est d'environ 300 000 personnes. Le chiffre d'affaires est ramené à 21 milliards d'euros si on ne considère que cette fois-ci le cœur industriel à l'exclusion des services de sécurité. On a également un certain nombre de résultats très concrets et pour certains assez surprenants sur la structure de cette filière. Par exemple, on voit que finalement les industries de la sécurité sont aujourd'hui très monosegments, ce qui peut être une surprise, et finalement assez peu dual. On a peu d'entreprises qui sont positionnées à la fois sur le secteur de la défense et de la sécurité. Donc ça, c'était vraiment la première action, et évidemment, c'est quelque chose qui aujourd'hui qu'on doit faire vivre au sein de la filière. Autre action d'ampleur que l'on peut mentionner, c'est tout le travail autour du développement des technologies clés, et notamment de la mise en place de démonstrateurs d'envergure à l'échelle de la filière qui correspondent aux besoins des différents donneurs d'ordre. Donc on a d'ores et déjà lancé un certain nombre de démonstrateurs, dont un démonstrateur en matière de vidéoprotection, qui a été financé en partie par l'État dans le cadre du Fonds unique interministériel, et un démonstrateur d'envergure en matière de radiocommunication sécurisée, composé de deux projets, l'un porté par Airbus Defence and Space et l'autre par Thales, avec de nombreuses PME autour d'eux, comme Sequans, IBLM, etc. Et l'objectif, c'est évidemment de développer les systèmes de radiocommunication sécurisés du futur, pour être évidemment leader sur ce segment à l'avenir. Je laisserai peut-être François compléter sur d'autres actions. Oui, parce que cette filière, elle marche sur deux pieds, donc vous comprenez bien, il y a une dimension industrielle forte qui s'inscrit dans une politique globale de filière, et puis il y a une dimension sécuritaire. En particulier, cette dimension, elle est représentée par les travaux du groupe Expression du besoin, qui a pour objectif d'exprimer les besoins et solutions technologiques nécessaires et demandées par les opérateurs pour les services régaliens. Un des premiers bilans de cette filière, c'est d'avoir sorti une première liste de l'expression de ces besoins, qui permet d'orienter bien sûr le contenu des démonstrateurs, mais également d'autres éléments de politique publique. On peut penser par exemple à des jeux d'influence vis-à-vis de l'Europe sur des sujets qui nous paraissent extrêmement importants. On va citer deux exemples. Fin 2014, ce groupe Expression du besoin avait clairement identifié la problématique du survol des drones de sites sensibles et la protection nécessaire vis-à-vis, la demande de solutions techniques pour la protection des sites Céveso. Donc ça nous permet d'avoir un socle très important, puisque la liaison entre le besoin et la réponse, c'est-à-dire toute l'analyse capacitaire, eh bien, c'est un des objectifs de la filière.
Alors, au-delà de ce qui a été réalisé aujourd'hui, on est peut-être à un deuxième niveau. Donc, vous avez une feuille de route sur 2016-2017. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus et sur quels nouveaux enjeux vous travaillez? Je pense que les enjeux ils sont d'ordre très divers. D'abord, je pense qu'il y a un enjeu primordial aujourd'hui, c'est d'associer l'ensemble des PME du tissu industriel national qui œuvrent pour la sécurité à cette filière industrielle. On a encore évidemment des progrès à faire. Il y a encore malheureusement des PME qui ne connaissent pas la filière ou qui ne savent pas comment être associés au groupe de travail, et donc on doit vraiment toucher ces gens-là pour qu'ils s'investissent dans la filière. Ils sont demandeurs, mais ils ne connaissent pas forcément le fonctionnement des différents groupes de travail. Alors aujourd'hui, vous avez la parole. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire à ces PME pour qu'elles viennent vous rencontrer, et que pouvez-vous justement leur apporter pour qu'elles puissent, elles, s'investir dans cette structuration de la filière? Je pense que ce qui est évidemment essentiel aujourd'hui, c'est que l'ensemble des acteurs ne travaillent pas tout seuls dans leur coin. Donc c'est vraiment l'objectif de cette politique de filière, et notamment un travail qu'on va conduire sur les années 2016-2017, c'est vraiment le travail de la relation entre les PME, les acteurs innovants et les start-up et les grands groupes, avec, on l'espère, la mise en place d'une charte au niveau de la filière pour le travail commun entre ces PME et ces grands groupes, dans une démarche d'open innovation, comme celle que l'on porte globalement sur l'ensemble des filières, au niveau du ministère de l'économie, de l'industrie et du numérique. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très concret qui peut derrière démultiplier l'efficacité du travail des PME, apporter l'innovation globalement à l'ensemble des acteurs. On doit pour ça faire un effort vraiment de visibilité sur cette filière et sur l'ensemble des acteurs. Et donc on envisage de lancer les premières rencontres de la filière sécurité en 2016 pour avoir vraiment cette structuration et également accueillir plus d'acteurs au sein de cette filière et travailler notamment avec les acteurs territoriaux, que ce soit les donneurs d'ordre, que ce soit évidemment les acteurs économiques, pour que également cette filière soit capable de décliner ses actions au niveau des territoires. Par ailleurs, on a un fort enjeu sur la diffusion des technologies. Les technologies, aujourd'hui, on doit évidemment les développer, c'est l'objet des démonstrateurs, mais ensuite on doit les diffuser à l'ensemble des acteurs qui en ont besoin. Et ça passe notamment par un travail avec les centrales d'achat, par exemple l'UGAP, pour pouvoir avoir au catalogue des solutions de sécurité de qualité. Voilà, ça c'est des actions qu'on va conduire très concrètement dans les années qui viennent. Si je peux rajouter une chose essentielle, au-delà de cet aspect développement particulier vers les PME, il y a quelque chose qui est intéressant pour l'ensemble des acteurs, qu'ils soient publics ou privés, grands groupes ou petits, même académiques, c'est la capacité de la filière à se projeter, à faire preuve de prospective et donc à établir une stratégie. Une stratégie, c'est d'abord au court terme, c'est d'avoir une claire liaison entre les besoins nationaux en matière de sécurité et donner une visibilité à la partie offre sur ces besoins. Le deuxième point, c'est d'avoir également une stratégie en matière d'innovation. Et cette stratégie en matière d'innovation, elle passe par la capacité d'identifier les technologies de rupture, aussi bien en termes de besoins qu'en termes d'offres. Et là, on a de nombreux exemples. Et c'est un des objectifs de la feuille de route cette année, c'est d'avoir un livre bleu sur ces technologies qui sera élaboré par l'ensemble des acteurs afin de pouvoir identifier ces secteurs clés. Et le deuxième point qui est important, qu'on n'a pas mentionné dans le bilan, pourtant il y a déjà eu des choses de fait très concrètes sur le sujet, c'est le soutien qu'on doit apporter à l'ensemble des industries au niveau de l'export. Donc ça demande également d'établir des priorités. Aujourd'hui, dans le cadre d'un groupe spécifique sur l'export, il y a un recensement de ces priorités qui est conduit par Business France. L'objectif, c'est sur ces priorités aussi bien géographiques qu'en termes de produits et de solutions, c'est d'avoir un plein soutien des administrations, services économiques des ambassades, afin d'aider et y compris les petits acteurs qui n'ont pas toujours les moyens de prospecter, et surtout d'être particulièrement au courant de ce qui se passe sur les marchés étrangers, mais de les aider à travers cette mise en place de priorités. Peut-être une question, Loïc Duflot, sur les attaques informatiques. Alors évidemment, on en parle beaucoup, elles sont de plus en plus sophistiquées. Une question sur comment aujourd'hui peut-on atteindre un niveau de sécurité élevé sans pour autant maîtriser l'ensemble de ces technologies ou de ces briques technologiques. Je pense que, alors d'abord, c'est plutôt une question potentiellement qu'il faudrait également poser à l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. C'est ce qu'on fera prochainement. Voilà, donc je vous invite à le faire puisque c'est un des donneurs d'ordre très importants au sein de la filière, au même titre par exemple que la délégation ministérielle aux industries de sécurité du ministère de l'Intérieur que vous avez déjà reçue. En tout cas, pour notre part, ce que l'on pense, c'est que
Globalement, la réponse doit être adaptée aux enjeux de chacun. Donc la réponse qu'on va apporter en termes de niveau de sécurité par rapport aux attaques informatiques ne va pas nécessairement être la même pour une PME que pour un opérateur d'importance vitale. Donc pour les opérateurs d'importance vitale, vous le savez, le cadre a été défini par la loi de programmation militaire en décembre 2013, qui est un dispositif très ambitieux qui permet notamment à l'État d'imposer des mesures de sécurité aux opérateurs d'importance vitale et également de pouvoir effectuer des contrôles sur ces systèmes. Pour les PME, les défis sont évidemment complètement différents. Aujourd'hui, on a beaucoup de PME qui ont évidemment des données sensibles à protéger, mais qui n'ont soit jamais entendu parler de sécurité, soit qui, quand elles sont sensibilisées à la cybersécurité, ne savent pas quoi faire pour mettre à niveau leur système de sécurité. Donc d'une part, il y a un enjeu en termes de sensibilisation. Il y a d'importants travaux qui sont conduits d'une part par les acteurs publics, notamment l'ANSSI, qui a publié un guide avec la CGPME pour sensibiliser les acteurs au sujet de la sécurité, mais également par les acteurs privés, avec un certain nombre de campagnes, notamment portées par des acteurs tels que le SIGREF, pour aller toucher à la fois les entreprises et à la fois le grand public sur ces choses-là. Ensuite, il y a clairement un besoin d'accompagnement. Et donc, si vous avez pu regarder la stratégie nationale pour la sécurité du numérique qui a été présentée par le Premier ministre le 16 octobre 2016, vous verrez qu'il y a un ambitieux défi qui a été lancé par cette stratégie, c'est de mettre en place un guichet d'assistance aux victimes de cybermalveillance sous l'égide de l'ANSSI du ministère de l'Intérieur qui va pouvoir assister et proposer des réponses adaptées à chacun. Donc ça, c'est vraiment le défi qui nous est fixé, c'est d'apporter des réponses spécialisées. Également, on a un besoin évidemment de développement de l'offre technologique adaptée à ces acteurs-là. Et donc on a conduit dans le cadre du programme des investissements d'avenir en lien avec l'ensemble des acteurs concernés, notamment le commissariat général à l'investissement, à avoir des appels à projets ciblés sur les technologies vraiment nécessaires pour la sécurité des entreprises. Pour ne prendre que deux exemples, notamment on a eu un appel à projet ciblé sur les sondes de détection pour pouvoir justement avoir des équipements de confiance et de qualité qui puissent être mis en œuvre dans le cadre typiquement de la loi de programmation militaire. Et également, plus récemment, un appel à projet ciblé sur des outils de sécurité clés en main pour les PME, afin que celles-ci disposent d'outils déjà sur étagère, facilement configurables et ergonomiques, qui puissent répondre à leurs besoins en termes de sécurité. Alors, je voulais revenir sur l'articulation France-Europe, sur ces questions de filière de sécurité, puisque nous avons des positions, je dirais, françaises et souveraines à défendre au sein de l'Europe, à la fois sous cet angle-là, et puis également sous l'angle des programmes de recherche et de développement, puisque ça intéresse aussi beaucoup les entreprises. On sait que l'Europe est un grand guichet de financement des projets innovants. Alors comment la filière se structure par rapport à ces deux aspects, le côté, je dirais, régalien, vis-à-vis des autorités de Bruxelles, et le côté recherche et accompagnement des entreprises sur les programmes de recherche européens. Ouais. Alors, la dimension européenne dans la filière, elle est un des objectifs inhérents même à la filière. Elle a été inscrite dès la feuille de route 2014 qui avait été approuvée par le Premier ministre en octobre 2013. Et cette dimension européenne, c'est ce qui en fait un peu son originalité également, elle est clairement orientée vers un sujet qui est la mise en place d'une politique industrielle de sécurité au niveau européen. D'ailleurs, dès 2012, à l'occasion de la première communication de la Commission européenne, la France avait été active, mais nous avons regretté, disons, un manque d'ambition de cette communication, et nous œuvrons pour qu'il y ait une relance de cette politique industrielle. Alors une politique industrielle, elle doit prendre en compte toutes les parties, c'est-à-dire elle doit prendre en compte bien sûr le tissu industriel, les besoins de la Commission européenne et surtout des États membres. On a assez peu progressé sur ces sujets depuis 2012. Nous sommes toujours à la manœuvre. Nous avons en particulier au moment du changement de commission essayé de mettre sur la table cette relance de la politique industrielle, sans grand succès jusqu'à maintenant. Mais il faut dire que nous avons un sujet qui est également éclaté parmi les différentes directions de la Commission. Alors la direction générale Home Affairs de la Commission a également en charge ce programme Horizon 2020. Nous, notre ambition, c'est que ce programme il soit au service de cette politique industrielle. C'est-à-dire qu'une des particularités de ce programme, c'est qu'il ne s'agit pas nécessairement de mettre en place des programmes de recherche et technologie très amont, mais il s'agit d'être au service d'une part, des véritables problématiques de sécurité
sécurité en essayant de les anticiper. Et là, par exemple, le COFIS est source de propositions. Ça a déjà été le cas lors du dernier programme de travail. Et également, il doit mettre en avant la mise en place d'une industrie de confiance européenne en finançant les sujets clés, y compris jusqu'à des niveaux de développement qui sont proches du prototype et qui sont susceptibles d'influer sur les politiques d'achat des différentes, par exemple, forces de police. Je voudrais donner un exemple. Dans le cadre des radiocommunications sécurisées, nous avons, avec le ministère de l'Intérieur, clairement proposé à la Commission, et le ministère de la Recherche, nous avons clairement proposé à la Commission de mettre en place une politique de spécification commune au niveau des États européens pour la future génération en 2025 de ce type de système, et afin d'avoir une réponse d'industriels qui soit compatible de nos demandes et serait susceptible après d'être mutualisée pour l'ensemble des États membres. Est-ce que je peux revenir sur un tout petit sujet également qui concerne l'Europe, mais on a des sujets très forts d'actualité aujourd'hui avec le terrorisme, avec les migrants. Est-ce qu'il n'y a pas des opportunités de crash programme, je dirais, pour les entreprises aujourd'hui face aux besoins de la Commission européenne ? Bon, alors effectivement, on est plutôt sur le volet migration, qui est également à la DG Home. Là, ce sont des sujets qui sont traités d'État à la Commission européenne. On a entendu effectivement parler d'un certain nombre de besoins, mais en termes de mise en place de moyens techniques, en particulier pour faire une meilleure identification de l'ensemble des migrants qui arrivent sur le territoire européen. On n'est pas clairement sur un volet de politique industrielle, mais il y a des enjeux. Est-ce qu'ils sont nécessairement à la hauteur en termes de potentialité de marché? Je n'en sais rien. Aujourd'hui, dans les discussions que nous conduisons avec la DG Home, eux-mêmes se sont centrés sur des sujets comme par exemple la protection maritime il y a de ça quelques années. Mais là je ferai un reproche à la Commission européenne, c'est que malheureusement, l'ensemble des programmes qui ont été lancés, y compris sur des montants relativement importants, plusieurs dizaines, voire 2 millions d'euros, n'ont pas donné aujourd'hui véritablement, n'ont pas débouché sur des solutions concrètes qui intéressent d'une part les industriels parce qu'ils ont un marché et qui en plus sont achetés par les utilisateurs. Donc là, on a cette dichotomie, on doit essayer de faire franchir le Grappe. Et une des façons de le faire, c'est que cette politique de dialogue public-privé soit conduite au niveau des États membres et soit relayée au niveau de Bruxelles. Ce relais, il doit être clairement identifié comme un relais de l'industrie de sécurité et des utilisateurs de la sécurité. Il n'est pas suffisamment présent à Bruxelles pour qu'on puisse mener des actions d'envergure et d'ambition aujourd'hui. C'est pour ça que mettre en place une véritable politique industrielle de sécurité qui aurait cette ambition est absolument nécessaire et ça doit conduire, y compris peut-être même sur un volet législatif, une directive serait la bienvenue en la matière. Merci beaucoup. Je crois que le message est passé, il est très clair. Monsieur Murgadella, merci d'avoir répondu à nos questions. Monsieur Duflot, merci également d'avoir été à nos côtés. C'est donc la fin de notre rendez-vous de la filière de sécurité. On se retrouve dans 15 jours avec notre prochain invité. Merci de nous avoir suivis. Très belle journée à tous.